Le royaume caché où la beauté coupait le souffle point haut dans les nuages, pris en sandwich entre deux nations géantes, il existe un pays que la plupart des gens ne pourraient pas trouver sur une carte, même si leur vie en dépendait. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Ce petit royaume a gardé des secrets pendant des siècles qui vous feraient tomber la mâchoire. Et l'un de ces secrets? Les femmes d'ici possèdent un éclat naturel qui vient du fait de vivre dans l'environnement le plus pur qu'il reste sur Terre. Nous parlons d'un air de montagne cristallin, de paysages intacts et d'une culture qui valorise la beauté intérieure autant que l'apparence extérieure. Les femmes du Bhoutan se tiennent avec une grâce qui reflète des siècles de philosophie bouddhiste mêlée à une farouche indépendance. Elles possèdent des biens, gèrent des entreprises et, dans de nombreuses zones rurales, ce sont elles qui choisissent leur mari, et non l'inverse. Mais cette beauté époustouflante dont vous serez témoin, ce n'est que le début de cette histoire. Car ce que nous sommes sur le point de révéler va complètement pulvériser tout ce que vous pensiez savoir sur le bonheur, le progrès et ce qui compte vraiment dans la vie. Où se situe exactement ce lieu mystérieux? Mettons-nous au clair, car l'emplacement du Bhoutan n'est pas un hasard. Ce royaume enclavé est niché dans l'Himalaya oriental, compressé entre deux des pays les plus peuplés du monde, la Chine au nord et l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest. Nous parlons d'environ 38 400 km² du territoire montagneux le plus spectaculaire que vous ayez jamais vu. Le pays s'étend sur environ 300 km d en ouest et environ 170 km du nord au sud à son point le plus large. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Le Bhoutan a délibérément maintenu ses frontières strictes et contrôlées. Vous ne pouvez pas simplement vous promener dans ce pays comme vous le feriez en Thaïlande ou au Mexique. Ils ont maîtrisé quelque chose que la plupart des nations ont oublié, l'art de la sélectivité. La frontière nord avec la Chine longe certains des sommets himalayens les plus reculés et les plus dangereux, créant une forteresse naturelle qui a tenu les envahisseurs à distance pendant des siècles. La frontière sud avec l'Inde est légèrement plus accessible, mais ne croyez pas que cela la rende facile. Cet isolement géographique n'est pas seulement de la chance. Il a été le plus grand bouclier protecteur du Bhoutan, lui permettant de préserver des traditions qui ont disparu ailleurs en Asie. Est la géographie qui défie la logique. Accrochez-vous, car la géographie du Bhoutan se lit comme quelque chose tiré d'un roman fantastique. Imaginez ceci. L'altitude varie de seulement 160 $ dans les contreforts du sud à plus de 500 $ dans les sommets du nord. C'est presque la hauteur du sommet du mont Everest, le tout contenu dans un seul petit pays. Le paysage se transforme si radicalement que vous pouvez commencer votre matinée dans la jungle subtropicale et terminer votre après-midi dans des prairies alpines avec des sommets enneigés perçant le ciel. Les rivières creusées par les glaciers se précipitent à travers des vallées profondes, créant un réseau de gorges si abruptes que certains villages sont restés isolés jusqu'à il y a seulement quelques décennies. Les vallées centrales, situées entre 2,000 $ et 3,000 $ mètre, abritent la majorité de la population dans des régions comme Paro, Thimphu et Punakha. Ces vallées sont des paradis verts, en terrasse avec des rizières et des forêts anciennes qui n'ont jamais vu de tronçonneuse. Voici le point essentiel. Plus de 70 $ du Bhoutan reste couvert de forêts. Non pas le genre replanté que vous voyez dans les pays développés, mais des forêts anciennes regorgeant d'animaux sauvages, y compris des tigres, des éléphants, des pandarous et la grue à cou noir extrêmement rare. Le gouvernement a en fait rendu obligatoire par la loi que 60 $ du pays doivent rester boisés pour toujours. Pour toujours. Laissez cela vous imprégner pendant que le reste du monde est occupé à couper des arbres. Comment il appelle et pourquoi cela compte. En Asie, le Bhoutan porte un nom qui capture parfaitement sa mystique. Drukgyul, qui se traduit par « terre du dragon du tonnerre ». C'est le nom officiel en Dzongkha, la langue nationale. Le nom vient des violents orages qui s'écrasent dans les vallées, résonnant sur les montagnes comme les rugissements de dragons mythiques. Les habitants vous diront que le tonnerre est en fait le bruit des dragons volants à travers le ciel. Les pays voisins s'y réfèrent avec un mélange de respect et de curiosité. En Inde, on l'appelle parfois le dernier Shangri-La, une référence au paradis himalayen fictif du roman de James Hilton. Les Chinois le connaissent sous le nom de Boudan, bien que leurs cartes montrent souvent des territoires contestés le long de la frontière nord. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont le Bhoutan a cultivé délibérément cette image de mystère. Pendant la majeure partie du XXe siècle, il a été pratiquement fermé au monde extérieur. Pas de touristes, pas de télévision, pas d'internet. Les premiers touristes ont été autorisés en 1974, et même aujourd'hui, les chiffres sont strictement contrôlés par le biais d'une taxe touristique journalière qui tient à distance le tourisme de masse. Ce n'est pas une nation pauvre et arriérée qui tente de cacher sa pauvreté. C'est une stratégie calculée pour préserver ce que l'argent ne peut acheter. L'intégrité culturelle et la pureté environnementale. Est la révolution du bonheur national brut. Nous arrivons maintenant à la partie qui vous fera remettre en question tout ce qui concerne la société moderne. Alors que tous les autres pays de la planète mesurent le succès par le PIB,
produit intérieur brut, le Bhoutan mesure quelque chose de complètement différent. Le BNB, bonheur national brut. Vous avez bien entendu. Le bonheur est littéralement inscrit dans leur constitution comme plus important que la croissance économique. Ce n'est pas une philosophie hippie inventée par des rêveurs. C'est un cadre sophistiqué développé dans les années 1970 par le 4e roi, Jigme Singye Wangchuck, qui a compris quelque chose de profond. À quoi sert le progrès économique si les gens sont misérables? L'indice du BNB mesure 9 domaines. Le bien-être psychologique, la santé, l'éducation, l'utilisation du temps, la diversité culturelle, la bonne gouvernance, la vitalité communautaire, la diversité écologique et le niveau de vie. Remarquez ce qui ne figure pas sur cette liste: les marchés boursiers, les bénéfices des entreprises et le nombre de milliardaires. Voici où votre esprit va vraiment être époustouflé. Cette approche fonctionne réellement. Des études montrent que les Bhoutanais signalent une satisfaction de vie plus élevée que les citoyens de nations beaucoup plus riches. Ils ne sont pas riches selon les normes occidentales, mais ils ont du temps pour la famille, leur culture est vivante et prospère, leur environnement est immaculé et leurs communautés sont très unies. Le gouvernement a rejeté un projet de barrage massif qui aurait rapporté des milliards de revenus car il aurait perturbé l'environnement et déplacé des communautés. Pouvez-vous imaginer un gouvernement occidental refuser des milliards pour le bien du bonheur? Le vêtement qui raconte 1000 histoires. En vous promenant dans Thimphu, la capitale, vous remarquerez immédiatement quelque chose qui vous paraîtra différent de toute autre capitale asiatique. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, porte des vêtements traditionnels. Ce n'est pas pour les touristes ou les occasions spéciales. C'est la vie quotidienne. Les hommes portent le go, une robe jusqu'aux genoux attachée à la taille par une ceinture appelée kera. La poche formée à la poitrine devient une pochette. Pratique pour tout, des téléphones portables aux collations. Les femmes portent le kira, une robe longue jusqu'aux chevilles faite d'un tissu magnifiquement tissé, associée à une veste courte appelée toego. Le vêtement n'est pas seulement esthétique, même si les motifs complexes et les couleurs vibrantes sont absolument époustouflants. C'est une expression vivante de l'identité et du statut. Vous pouvez dire d'où vient quelqu'un, à quelle classe sociale il appartient, et parfois même sa profession par les motifs et les couleurs de sa tenue. La soie utilisée dans les kiras formels peut coûter des milliers de dollars et représente des années de tissage magistral. Les jeunes femmes passent des mois à apprendre les motifs complexes de leur mère et grand-mère. Voici ce qui est remarquable. Le gouvernement rend obligatoire la tenue traditionnelle pour le travail et les occasions formelles, mais les gens la portent volontairement. Il y a une fierté sincère dans ces vêtements. À une époque où les vêtements traditionnels dans le monde entier ont été largement abandonnés au profit des jeans et des t-shirts, le Bhoutan a maintenu son héritage vestimentaire vibrant et vivant. L'architecture qui atteint les cieux. L'architecture bhoutanaise est si distinctive qu'une fois que vous l'avez vue, vous ne la confondrez plus jamais avec autre chose. Les dzongs sont d'énormes forteresses monastères qui dominent les vallées, combinant des fonctions religieuses, militaires, administratives et sociales sous un même toit. Ces structures ont été construites sans un seul clou, utilisant des techniques de maçonnerie de pierre et des assemblages de bois emboîtables élaborés transmis de génération en génération. Le dzong de Punakha, situé au confluent de deux rivières, est souvent appelé le plus beau bâtiment d'Asie. Ses murs blanchis à la chaux s'élèvent sur 6 étages, surmontés de toits en pente traditionnelle rouge et dorée. À l'intérieur, les murs explosent de fresques colorées représentant des enseignements bouddhistes, des événements historiques et des scènes mythologiques peintes avec des détails incroyables. Mais voici ce qui va vraiment vous époustoufler. Ces bâtiments ne sont pas des musées. Ils sont activement utilisés. Bureaux gouvernementaux, résidences de moines, temples et espaces communautaires fonctionnent tous à l'intérieur de ces murs antiques. Chaque structure, de la ferme la plus humble au dzong le plus grand, suit des directives architecturales strictes qui maintiennent l'harmonie esthétique. Les fenêtres sont des cadres en bois sculptés avec des motifs complexes, les murs sont peints en blanc avec des garnitures rouges et dorées, et les toits suivent des conceptions traditionnelles. Le gouvernement a en fait une police de l'architecture qui veille à ce que toutes les nouvelles constructions adhèrent au style traditionnel. Un McDonald's a ouvert au Bhoutan? Pas avec des arches dorées, non. Chaque bâtiment doit avoir l'air bhoutanais, créant une cohérence visuelle qui donne à tout le pays l'impression d'être une œuvre d'art vivante. Le paradoxe du pays pêcheur. Alors, pourquoi quelqu'un oserait-il appeler ce paradis bouddhiste pêcheur? Voici la vérité explosive qui contredit tout ce que vous pourriez supposer d'un royaume himalayen profondément religieux. Le Bhoutan, malgré sa fervente majorité bouddhiste, a l'une des attitudes les plus libérales d'Asie à l'égard de la sexualité. La culture traditionnelle comprend une ouverture surprenante sur les relations physiques qui choquerait les sociétés conservatrices ailleurs. Dans les zones rurales, il n'est pas rare que les jeunes s'engagent dans la chasse nocturne, un rituel de cour qui voit les jeunes hommes rendre visite aux jeunes femmes la nuit pour des rencontres romantiques. Les femmes ont le pouvoir d'accepter ou de rejeter ces visites,
maintenant le contrôle de leur vie amoureuse d'une manière rare dans les sociétés asiatiques traditionnelles. Le divorce ne porte aucun stigmate, les femmes peuvent avoir plusieurs relations, et il n'y a pas de concept d'enfants illégitimes. Chaque enfant est le bienvenu quel que soit l'état matrimonial. Le pays ne criminalise pas non plus l'homosexualité, contrairement à beaucoup de ses voisins, bien qu'elle ne soit pas non plus célébrée ouvertement. Elle existe dans une sorte de statut « ne demandez pas, ne dites rien », qui est encore loin devant de nombreuses nations développées. La consommation d'alcool est un autre domaine où la nature pécheresse du Bhoutan se manifeste. L'ara, le vin de riz local, coule librement lors des festivals et des réunions de famille. L'ivresse publique pendant les festivals est courante et largement acceptée comme faisant partie de la célébration. Le phallus, symbole de fertilité et de bonne chance, est peint sur les maisons, sculpté en amulettes et affiché bien en évidence sans embarras. C'est un bouddhisme avec un caractère nettement terrestre, où l'illumination spirituelle ne nécessite pas le reniement de la nature humaine. L'explosion de couleurs et de chaos des festivals. Les Tchéchus, les festivals religieux du Bhoutan, sont des expériences qui assaillent vos sens de la meilleure façon possible. Ce ne sont pas des observations religieuses polies et calmes. Ce sont des célébrations sauvages et colorées qui durent des jours et impliquent des communautés entières. Des moines portant des masques élaborés représentant des démons, des animaux et des divinités protectrices exécutent des danses chames qui racontent des histoires du bien triomphant du mal. Les masques sont d'énormes œuvres d'art finement détaillées faites de papier mâché, de tissu et de bois. Les costumes sont si lourds et élaborés que les danseurs ont besoin d'aide pour les enfiler. Les danses elles-mêmes ne sont pas des performances chorégraphiées pour les touristes. Ce sont des rituels sacrés censés apporter des bénédictions et chasser les mauvais esprits. Les habitants s'habillent de leurs plus beaux vêtements traditionnels et se rassemblent dans les cours des dzongs pour regarder, socialiser et recevoir des bénédictions. Les enfants courent partout, les vendeurs vendent de la nourriture et des marchandises, et il y a une atmosphère de carnaval qui dure de l'aube à bien après la tombée de la nuit. Le Tchéchu de Paro, qui se tient au printemps, culmine avec le déploiement d'un tanka géant, un rouleau religieux peint de la taille d'un bâtiment, qui n'est exposé que quelques heures avant l'aube. Des milliers de personnes se rassemblent dans l'obscurité pour recevoir sa bénédiction, croyant que le simple fait de voir cette image sacrée nettoie les péchés et apporte la bonne fortune. L'énergie est électrique, les couleurs sont accablantes et vous êtes témoin de traditions qui sont restées essentiellement inchangées pendant des siècles. Est la vallée de Paro et le nid du tigre. Parlons de la vallée de Paro, où votre voyage au Bhoutan commence très probablement puisqu'elle abrite le seul aéroport international. Voler à Paro est déjà une aventure, car seule une poignée de pilotes dans le monde sont certifiés pour atterrir ici. L'approche vous emmène entre des montagnes si proches que vous pouvez voir des maisons sur les pentes, la piste apparaissant à ce qui ressemble à la toute dernière seconde possible. Mais la vallée elle-même? Préparez-vous. C'est la vitrine du Bhoutan, un sol de vallée fertile entouré de pics dépassant 7,000 $ mètre, parsemé de temples anciens, de fermes traditionnelles et de rizières en terrasse. La rivière Paro, alimentée par la fonte des glaciers, traverse le centre, ses eaux si claires que vous pouvez voir chaque pierre au fond. La vallée abrite certains des temples les plus anciens et des sites historiques les plus importants du Bhoutan, mais rien ne se compare à ce qui s'accroche à une falaise à 900 $ mètre au-dessus du sol de la vallée. Le monastère de Taktsang, connu dans le monde entier sous le nom de nid du tigre, est l'image la plus emblématique du Bhoutan. La légende raconte que Guru Rinpoche, qui a introduit le bouddhisme au Bhoutan au 8e siècle, a volé ici sur le dos d'un tigre, a médité dans une grotte et a maîtrisé des démons. Le monastère a été construit autour de cette grotte de méditation au XVIIe siècle, et il semble défier la physique, s'accrochant à la paroi de la falaise comme s'il y avait poussé naturellement. La randonnée pour l'atteindre prend environ 3 heures d'escalade régulière à travers des forêts de pins drapés de mousse et de drapeaux de prière. Vos poumons brûleront à cause de l'altitude et de l'effort. Mais ensuite, vous franchissez le dernier virage et il est là, des murs blancs et des toits dorés attachés d'une manière ou d'une autre à la roche pure, des drapeaux de prière flottant au vent, toute la vallée s'étalant en contrebas. Les pèlerins font ce voyage depuis des siècles, et en vous tenant là, vous comprenez pourquoi. Ce n'est pas seulement beau. C'est transcendant. Infus. La capitale qui ne devrait pas exister. Infus enfreint toutes les règles sur ce qu'une capitale devrait être. Avec une population d'environ 115,000 $ habitants, c'est l'une des plus petites capitales de la Terre. Il n'y a pas d'aéroport. Il n'y a pas de feu de circulation, bien qu'ils aient essayé d'en installer une fois et les aient retirés après que les habitants se soient plaints qu'ils étaient trop impersonnels. Au lieu de cela, des policiers de la circulation gantés de blanc dirigent les véhicules aux intersections principales avec des gestes élaborés qui ressemblent à un croisement entre la danse et les arts martiaux. La ville se situe dans une vallée à environ 2,300 $ mètres d'altitude, où la rivière Redak coule par le centre. Les bâtiments respectent le code architectural traditionnel, de sorte que même les structures modernes présentent des conceptions traditionnelles bhoutanaises.
Le marché du week-end explose d'activité alors que les agriculteurs des vallées environnantes apportent leurs produits, le fromage fait à partir de lait de yak, les piments séchés et l'artisanat. La statue géante de Bouddha d'Ordenma surplombe la ville depuis une colline, mesurant $51 mètres de haut et abritant plus de $100,000 statue de Bouddha plus petite à l'intérieur. Elle est faite de bronze et dorée à l'or, et la vue de celle-ci capturant le soleil du matin est à couper le souffle. Mais ce qui rend un fût vraiment spécial, c'est ce qui lui manque. Il n'y a pas de bidonville. L'air est suffisamment pur pour que vous puissiez voir les étoiles la nuit. Les rues sont suffisamment sûres pour que les enfants jouent dehors sans surveillance. Les taux de criminalité sont si bas que la plupart des gens ne ferment pas leurs portes à clé. C'est une capitale où la qualité de vie l'emporte sur les indicateurs économiques, où la croissance est mesurée en bonheur plutôt qu'en gratte-ciel, et où la tradition et la modernité coexistent d'une manière ou d'une autre sans que l'une détruise l'autre. La nourriture qui se défend. Et la cuisine bhoutanaise mettra à l'épreuve votre tolérance aux épices d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Le plat national est l'emadachi, littéralement piment dans une sauce au fromage, et c'est exactement ce que cela signifie. D'énormes piments verts cuits dans une sauce à base de fromage de yak local, jusqu'à ce qu'ils deviennent un curry crémeux et dévastateur en épices. Et ce n'est pas servi comme plat d'accompagnement. C'est le repas, mangé avec du riz rouge, qui pousse dans les champs de haute altitude. Les Bhoutanais ne considèrent pas les piments comme une épice ou un arôme. Ils les traitent comme un légume, un ingrédient principal, les consommant en quantité qui enverrait la personne moyenne à l'hôpital. Chaque repas, petit déjeuner compris, présente des piments de manière proéminente. Ils sont séchés et réduits en poudre, marinés, frits, farcis et mangés crus comme snack. La cuisine locale présente également des protéines intéressantes qui pourraient vous surprendre. Viande de yak séchée, porc cuit avec des radis et des piments, et lors d'occasions spéciales, des plats préparés à partir de parties d'animaux que la plupart des cuisines occidentales rejettent. Des crêpes au sarrasin, des raviolis momo similaires aux versions tibétaines et népalaises, et du phakchapaha, porc avec des piments rouges et des légumes, complètent le régime alimentaire. Les repas sont traditionnellement pris assis sur le sol, et il est poli de se voir offrir de la nourriture plusieurs fois avant d'accepter. L'hospitalité est prise au sérieux et refuser de la nourriture peut être considéré comme le rejet d'une amitié. La culture de la boisson s'articule autour de l'ara, le vin de riz fait maison qui varie de légèrement alcoolisé à la force de diluant à peinture selon qui l'a fabriqué. Dans l'est du Bhoutan, ils produisent également un spiritueux distillé appelé ara tongba qui est siroté à travers une paille en bambou à partir d'un récipient commun, créant une expérience de boisson partagée qui est autant une question de communauté que d'intoxication. Pourquoi si peu de gens savent que ce lieu existe? Voici la question à $1 milliard. Pourquoi le Bhoutan n'est-il pas envahi par les touristes comme le Népal ou la Thaïlande? La réponse est purement géniale. Le Bhoutan a mis en œuvre une politique de tourisme de haute valeur et à faible impact qui est fondamentalement l'opposé de ce que fait tout autre pays en développement. Les touristes doivent payer une taxe de développement durable de $100 par nuit pendant la haute saison. Ce n'est pas une taxe qui disparaît dans les caisses du gouvernement. Elle finance directement les soins de santé et l'éducation gratuits pour tous les citoyens bhoutanais, ainsi que les infrastructures et la préservation culturelle. Tous les touristes, à l'exception des citoyens indiens, bangladais et maldiviens, doivent réserver auprès d'un voyagiste agréé et suivre un itinéraire planifié. Vous ne pouvez pas faire de sac à dos au Bhoutan avec $2 par jour comme vous le pouvez en Asie du Sud-Est. Ce système limite délibérément le nombre de touristes à environ $300,000 par an, contre des millions pour le Népal. Le résultat? Pas de surpopulation, pas de dégradation environnementale due au tourisme de masse et pas de dilution de la culture pour plaire aux visiteurs étrangers. Les Bhoutanais gardent le contrôle de leur propre pays tout en bénéficiant des revenus du tourisme. C'est une leçon magistrale de tourisme durable que tous les autres pays devraient étudier. La politique maintient également la mystique. Quand quelque chose est difficile d'accès, cela devient plus désirable. Le Bhoutan a transformé son exclusivité en une marque qui attire exactement le type de touristes qu'il souhaite. Des gens prêts à payer pour des expériences authentiques plutôt que pour des sensations fortes bon marché. Ce que tout cela signifie pour le reste d'entre nous. Après tout ce que nous avons exploré, le Bhoutan se présente comme un défi aux hypothèses du monde moderne. Ce petit royaume niché dans l'Himalaya prouve que la croissance économique n'est pas le seul chemin vers la prospérité, que la préservation culturelle n'est pas incompatible avec le progrès et que la protection de l'environnement peut être une source de richesse plutôt qu'un obstacle. Les femmes ici sont magnifiques non pas à cause du maquillage ou de la chirurgie, mais parce qu'elles vivent en harmonie avec leur environnement, libres du stress qui vieillit les gens dans les nations développées. Elles possèdent une confiance qui provient d'une véritable égalité et d'un respect au sein de leur société. Le pays entier fonctionne selon des principes qui semblent impossibles. Le bonheur au-dessus du profit, la culture au-dessus de la commodité, la communauté au-dessus de l'individualisme. Pourtant, ça marche. Ça marche. Vraiment.
Ce n'est pas un fantasme ou une image soigneusement éditée pour les touristes. C'est un endroit réel avec de vrais défis, qui fait de vrais choix qui priorisent le bien-être sur la richesse. Le reste du monde l'appelle le dernier Shangri-La, mais ce n'est peut-être pas tout à fait exact. Peut-être que le Bhoutan n'est pas un paradis perdu. Peut-être que c'est un aperçu de ce à quoi l'avenir pourrait ressembler si nous avions le courage de mesurer le succès différemment. Dans un monde qui se noie dans l'anxiété, la dépression et la crise environnementale malgré une richesse sans précédent, le Bhoutan démontre tranquillement qu'une autre voie est possible. C'est le fait le plus époustouflant qu'on ne vous ait jamais dit sur cet extraordinaire royaume dans les nuages. Nous voulons vous entendre maintenant. Laissez un commentaire nous disant de quelle ville ou de quel pays vous regardez et ce que vous pensez de l'approche du Bhoutan en matière de bonheur plutôt que de richesse. Cela fonctionnerait-il là où vous vivez? Pourriez-vous renoncer à certaines commodités pour une meilleure qualité de vie? Partagez vos réflexions ci-dessous car cette conversation est importante. Et, si vous avez trouvé cela fascinant, cliquez sur le bouton « Hype » juste à côté du bouton « J'aime ». C'est totalement gratuit et cela nous aide à développer cette chaîne afin que nous puissions vous apporter plus d'histoires incroyables comme celle-ci. Nous apprécions sincèrement que vous ayez pris le temps. Votre soutien signifie tout. Avant de partir, regardez l'une des vidéos que nous vous suggérons sur votre écran en ce moment. Nous avons un contenu époustouflant sur les pays et les cultures qui vous permettra de découvrir des choses incroyables sur notre monde. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.